Je souhaite encore une fois la bienvenue à toutes celles et ceux donc, qui nous visitent d'Assemblée Sœur et qui également sont de l'Assemblée d'ici du Bon Berger. Nous vous accueillons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous arrivons donc à la moitié de notre séminaire sur la famille. Et aujourd'hui, donc ce soir, nous avons comme thème le départ des enfants et le syndrome du nid vide. C'est un sujet qui touche, comme je l'ai dit, beaucoup de personnes, aussi bien, enfin, en particulier les parents, mais les enfants devraient être aussi, je pense, concernés par ces choses. Sans plus tarder, donc, je lui cède la place et avant cela, il nous parlera de sa mission à Madagascar. Je ne dirai pas plus, je lui laisse la place sans plus tarder. Alors, il faudrait un deuxième micro. Voilà, on vous souhaite bonsoir. On vous redit également notre plaisir d'être là avec vous ce soir sur un sujet effectivement important. Donc, hier, on vous a parlé du château de Joux-de-Saint-Amour, donc le nouveau ministère que nous avons en métropole depuis 10 ans maintenant. Et nous avons mené ce ministère en parallèle avec une autre activité que nous avons à Madagascar. À Madagascar, d'où je suis originaire. Et dans ce pays, ma mère est née sur une petite île qui s'appelle Sainte-Marie. Alors Sainte-Marie, si vous regardez sur une carte du monde avec Madagascar, Sainte-Marie est une petite île en point d'exclamation qui se trouve dans l'océan Indien, à peu près à une 50aine de kilomètres des côtes de la Grande Île. Et sur cette île, nous avons découvert, alors, il y a presque 20 ans, c'était dans les années 2000, au début des années 2000, nous avons découvert que nous étions propriétaires, héritiers d'un magnifique patrimoine foncier avec une terre, imaginez Sainte-Marie qui ressemble un peu à la Martinique avec la mer qui environne de partout. Et quand nous avons découvert ce patrimoine, nous avons décidé de mener un projet de santé publique. Pas profiter égoïstement de cette belle terre que Dieu nous a donnée à ma famille et à moi-même. Et nous avons mené un projet de santé publique autour de la mère et de l'enfant, sachant qu'à Madagascar, le taux de mortalité des femmes enceintes est le plus élevé au monde. Quand on compare Madagascar avec d'autres pays, Madagascar est vraiment à la traîne dans tous les critères sanitaires et les critères de santé publique. Plus haut taux de mortalité des femmes enceintes, plus haut taux de mortalité des enfants de moins de 1 an, plus haut taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans, plus haut taux de mortalité des néonatales, donc les enfants qui meurent avant l'accouchement. Et nous avons donc décidé de mener un projet de santé publique autour de la mère et de l'enfant. Et à l'époque, nous avions décidé de faire 2 projets, un projet économique et un projet sanitaire, et le projet économique devant être le moteur financier du projet sanitaire. On avait imaginé un montage sous forme d'entrepreneuriat social où les bénéfices de l'entreprise que nous avions créée allaient pouvoir porter financièrement le projet de santé publique. Et nous avons mené les 2 projets en même temps, le projet sanitaire et le projet économique. Et nous avons dû abandonner le projet économique qui n'a jamais marché. Alors pour plusieurs raisons. La première, c'est que nous avions vu trop grand, trop gros. Et le Seigneur nous a rattrapés dans nos prétentions et dans nos grandes idées. Alors on a réduit la voilure, on a essayé de faire un projet plus petit, mais même le projet plus petit n'a pas marché. Alors imaginez un gros projet économique, on voulait construire des écologes à Madagascar, des bungalows hôteliers donc, pour faire du tourisme et sous forme d'entrepreneuriat social. Donc consacrer
majorité des bénéfices aux projets de santé publique. Donc les projets économiques n'ont pas fonctionné, donc on a dû abandonner. L'autre raison, c'est la corruption qui est à Madagascar. Madagascar est aussi dans le classement des pays corrompus, le pays, alors lui qui arrive en tête là. Là, ils ne sont pas derniers, ils sont premiers en termes de corruption. Donc on a dû abandonner le projet économique et on a quand même maintenu le projet sanitaire. Et aujourd'hui, ce projet nous donne beaucoup de joie parce qu'aujourd'hui, nous avons fait évoluer nos services autour de la mère et de l'enfant jusqu'à créer un centre d'accouchement, une maternité. Et dans la petite structure que nous avons mis en place dans cette petite île dans l'océan Indien qui est perdue au fond du monde, toute la structure avec les équipements qui vont bien, avec l'équipe médicale qui va bien, pour pouvoir assurer aux femmes des soins de qualité autour de leur accouchement, autour des soins autour de la grossesse, soins des enfants, soins des pédiatriques, etc. Et ce projet tourne aujourd'hui, ce projet fonctionne. Et je pourrais vous donner la page Facebook dans laquelle nous donnons régulièrement les informations pour vous montrer à quel point ce projet est dynamique. Et je suis le président de ce projet. Et je dois dire aujourd'hui que Martine et moi, nous souffrons beaucoup d'une certaine manière avec ce projet parce que tout est très compliqué à Madagascar. Je suis originaire de ce pays, mais tout est très compliqué à Madagascar. Et sans rentrer trop dans les détails, mais pour vous demander de prier pour ça. Alors, il faut prier aussi pour le château de Joux de Saint-Amour. Hein. Donc, c'est aussi pour ça que nous parlons de nos projets. Mais priez pour Sainte-Marie parce que j'ai mené une démarche de médiation avec un membre de ma famille qui nous a mis un procès innommable. Un membre de ma famille. Et aujourd'hui, j'ai essayé de trouver une manière de sortir du judiciaire, parce qu'on est impliqué aujourd'hui dans une démarche judiciaire, sortir du judiciaire pour entrer dans une démarche de médiation. Alors, vous savez, dans la relation d'aide, la médiation est une démarche fondamentale de gestion des conflits. Et on a un conflit avec ce membre de la famille. Et on estime qu'une démarche de médiation faite avec un médiateur professionnel pourrait nous aider à éviter ce qu'on appelle la judiciarisation du problème. Donc il faut prier pour que ça marche. Donc il est d'accord pour entrer dans cette médiation. Et je vais devoir certainement aller à Madagascar dans les mois qui viennent. Et merci en tout cas de nous accompagner. Mais merci de prier aussi pour l'équipe de soins, pour les bénévoles qui travaillent vraiment d'une manière incroyable. Alors, on mène ce projet pas forcément avec que des chrétiens. Hein. Il y a des chrétiens dans notre équipe, mais il y a également des professionnels qui ne sont pas chrétiens. Et demandez vraiment au Seigneur de bénir ce projet. Et dont j'aimerais céder la présidence. Hein. Notre but n'est pas de faire trop de choses. Martine a été la présidente de ce projet à un moment, et puis c'est passé entre diverses mains, et puis la présidence est revenue sur moi. Mais si le Seigneur pouvait nous permettre de trouver des gens qui ont la vision et qui peuvent véritablement mener à bien cette activité, ce serait vraiment avec grand plaisir. Donc voilà, plusieurs sujets de prière pour vous. Et nous sommes heureux de pouvoir associer la Martinique à cette histoire. Alors, c'est un projet qui ne marche qu'avec des dons. Hein, comme on n'a pas pu faire fonctionner la partie économique, hein, de soutien vertueux du projet. Donc, il y a aussi la possibilité, si vous le souhaitez, de devenir donateur pour ce projet de santé publique à Sainte-Marie, pour le bien-être des Malgaches et tous les soins qu'on veut leur apporter. Voilà. En tout cas, merci de nous donner la possibilité de vous présenter ces différentes choses. Alors, on revient au sujet, le départ des enfants et le syndrome du nid vide. Alors ça, c'est un sujet féminin, ça. Vraiment, je le crois vraiment. Donc, Martine a été la cheville ouvrière de toute la présentation que vous allez voir ce soir. On va la partager, parce que j'ai des choses aussi à dire sur le sujet, en tant qu'homme. Hein.
Et voilà, c'est un sujet qu'on a plaisir vraiment à vivre avec vous. Et pour introduire ce sujet, j'aimerais lire un texte biblique. Alors là aussi, c'est un sujet dont la Bible ne parle pas. Enfin, il n'y a pas le mot syndrome du nid vide dans la Bible, ou le départ des enfants. Mais en lisant attentivement certains passages bibliques, on peut trouver des éléments, en tout cas qui vont nous permettre de fonder bibliquement tout ce que nous allons essayer de partager avec vous ce soir. Et le texte que j'aimerais lire avec vous, c'est Ecclésiaste au chapitre 3. Ecclésiaste au chapitre 3, à partir du verset 1. Il y a un temps pour tout et un moment pour toute chose sous le soleil. Il y a un temps pour naître et un temps pour mourir. Il y a un temps pour planter et un temps pour arracher le plant. Il y a un temps pour tuer et un temps pour soigner les blessures. Il y a un temps pour démolir et un temps pour construire. Il y a aussi un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour jeter des pierres et un temps pour en ramasser. Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassades. Il y a un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour conserver et un temps pour jeter, un temps pour déchirer, et un temps pour recoudre, un temps pour garder le silence et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Et sans faire offense à la parole de Dieu, je dirais un temps pour avoir des enfants et un temps pour les laisser partir. Revenons à la parole de Dieu. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de la peine qu'il se donne? J'ai considéré les différentes occupations auxquelles Dieu impose aux hommes de s'appliquer. Dieu fait toutes choses belles en son temps. S'il n'y a vraiment qu'un verset, qu'une parole, qu'une consigne que nous vous invitons à véritablement garder ce soir, c'est cette parole que nous connaissons. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Il a implanté au tréfonds de l'être humain le sens de l'éternité. Et pourtant, l'homme est incapable de saisir l'œuvre que Dieu accomplit, du commencement à la fin. Magnifique livre de l'Ecclésiaste. Et j'aime beaucoup cette histoire de temps. Alors, je ne sais pas comment, ici en Martinique, on reçoit un texte aussi savoureux qui témoigne de toute le rationalisme de Dieu. Où Dieu dit les choses d'une manière extrêmement concrète, pratique. Et ce qu'il dit rejoint vraiment profondément notre expérience humaine. Dieu nous a fait, il nous connaît, rien ne lui échappe de notre existence, de nos pensées, de nos désirs. Et l'Ecclésiaste est vraiment un livre extraordinaire du bon conseil de Dieu pour nous. Et le micro ne marche plus. Le micro ne marche plus et il marche à nouveau. Il y a un temps pour l'arrêt et puis un temps pour le nouveau départ. Voilà, ce livre de l'Ecclésiaste qui est un livre exceptionnel et qui vraiment parle de la sagesse de Dieu, mais avec les mots de Dieu. On cherche la sagesse dans beaucoup de domaines, mais vraiment le livre de l'Ecclésiaste fait partie de cette transmission de la sagesse que Dieu veut nous faire comprendre. Et qu'est-ce que nous dit ce livre de l'Ecclésiaste en introduction avec ce que nous allons partager maintenant? C'est que dans notre vie, il y a des moments qui sont opportuns pour faire des choses
Et un autre moment de notre vie, ce qui était opportun hier ne l'est plus aujourd'hui. Voilà la sagesse de Ecclésiaste 3. Ce qui était opportun hier ne l'est peut-être pas aujourd'hui. Et ce qui n'était pas opportun hier le devient peut-être aujourd'hui. Et c'est très important vraiment que dans notre désir de marcher avec Dieu, nous sachions discerner dans quel temps nous sommes. Parce que trop souvent, nous sommes à contre-temps de ce que Dieu voudrait que nous vivions. À contre-temps. Et dans notre expérience de conseiller, j'ai découvert que tous nos conflits, tous nos problèmes, toutes nos frustrations, toutes nos difficultés à vivre viennent dans ces temps où, dans nos relations les uns avec les autres, dans notre couple, avec nos enfants, nous ne sommes pas dans le bon temps. Et le Seigneur nous rappelle qu'il y a un temps pour toutes choses. Et que la sagesse est de ne pas se tromper de temps. Je vais vous donner un exemple. Si je dis à Martine, je suis dans le temps de l'embrassade, de l'intimité, de l'enveloppement. Et là, je lui dis, c'est pas le moment. Et là, elle me dit, j'ai mal à la tête. Moi, je suis dans le temps de l'intimité et Martine est dans le temps de mal à la tête. Ou ça peut être Martine qui est dans le temps de l'intimité et moi dans le temps de mon travail sur l'ordinateur ou mon travail que je dois rendre pour demain ou mal à la tête aussi. Et voilà, on n'est plus dans le même temps l'un de l'autre. Et très souvent dans nos relations, nous courons après le temps de l'autre et nous ne sommes pas dans le bon temps de l'autre et nous ne savons pas discerner quel est le bon temps que Dieu veut que nous mettions en œuvre maintenant. Et le livre de l'Ecclésiaste, en 14 couples antithétiques, 2 x 7, la perfection, nous dit une chose et son contraire, et nous invite à avoir la sagesse de savoir si une chose est opportune ou si elle ne l'est plus. Et de pouvoir passer d'un temps à l'autre. Et il me semble que le départ des enfants entre absolument dans ce chapitre-là, dans cette réflexion-là. Hier, nous l'avons vu, il y a le temps de la fusion avec la mère dans le ventre, qui est un temps essentiel, on ne peut pas le rater. Et puis il y a le temps de... Alors il paraît que les hommes ont du mal à couper le cordon ombilical en Martinique. Mais messieurs, ne laissez pas le gynécologue faire ça. C'est à vous de le faire. Et ce geste va vous faire véritablement rentrer, en tout cas pour ceux qui vont devenir parents bientôt, va vous permettre de rentrer dans le rôle symbolique de père que Dieu veut que vous meniez. Temps de la fusion, temps de la coupure. Et si une maman voulait encore marcher avec son bébé, avec le cordon ombilical dans la rue, qu'est-ce qu'on dirait? Elle est à contre-temps. Eh bien aujourd'hui, on va aborder cet autre sujet qui est le départ des enfants. Et vraiment, nous sommes très heureux d'aborder ce thème avec vous. Alors c'est vrai qu'il y a un temps pour élever ses enfants et puis un temps où, devenus grands, ils vont partir. Ah, c'est pas un moment facile ça. C'est pas un moment facile. C'est pas un sujet facile. Et même si on est au courant, mais même si on l'a vécu, y réfléchir est important. Peut-être pour aider d'autres, peut-être pour comprendre aussi ce qui nous a fait souffrir, ou ce qui nous fait souffrir, ou ce qui risque de nous faire souffrir à un moment ou à un autre. Et pour pouvoir... J'aimerais juste dire quelque chose, parce que c'est ce que tu dis là qui m'inspire ça. Dans les 2 premiers mois de notre mariage a failli partir en lambeaux parce que ma maman n'a pas accepté que je quitte le nid de la maison. Et maman m'a fait payer très cher le fait que Martine m'avait volé à elle. Et pour maman, Martine était la voleuse. La voleuse de petit dernier. Ah, le petit dernier.
Voilà, pour pouvoir faire cet exposé, je me suis inspirée de deux choses. Un article de... Non, il manque quelque chose alors. Un article de Catherine Maillard, qui a écrit sur ce sujet. Elle est journaliste, éditrice et puis auteure de cet article. Et puis d'un livre de Béatrice Cooper-Royer, qui est psychologue clinicienne, auteure aussi, Le jour où les enfants s'en vont. Et donc je me suis inspirée de ces deux ouvrages pour pouvoir bâtir le plan de ce que je vais vous donner ce soir et puis du contenu de ce qu'il y a. Donc il y a en effet un temps pour tout et un moment pour toute chose sous le soleil. Et voilà, il est arrivé le jour où votre progéniture quitte le nid familial. Aïe, aïe, aïe. Ça y est. Mais ce départ des enfants pourrait s'accompagner d'un soupir de soulagement. Enfin, ils s'en vont. Ça y est. Mais en réalité, les sentiments sont un petit peu contrastés. Le syndrome du nid vide touche beaucoup de parents au moment où ils voient la chambre de leur enfant abandonné pour la première fois. Et surtout quand c'est le premier, l'aîné qui s'en va, l'aîné ou le premier qui part, parce que parfois ce n'est pas l'aîné, c'est un du milieu. Et surtout aussi quand c'est le dernier qui s'en va. Et là, quelque chose se tourne, une page se tourne. Et si vous demandez autour de vous, vous verrez, vous n'êtes pas seul à se dire « Oh, c'était pas facile quand même ». C'est en quelque sorte comme un baby blues. Un baby blues à retardement. Et on va faire un petit zoom sur ce second baby blues. Alors qu'est-ce que c'est le baby blues? C'est cette espèce d'état dépressif qui suit la naissance d'un bébé. Quand la maman se rend compte que là, tout d'un coup, le bébé n'est plus dans son ventre, et il est dehors. Et tout ce qui a fait ces 9 mois et ce moment merveilleux de fusion avec la mère, eh bien, il n'est plus là. Il faut passer à autre chose. Et là, il y a un bébé en vrai. Et un bébé qui, parfois, ne correspond pas tout à fait à ce dont on avait rêvé. Ça crie, ça pleure, on ne sait pas ce qu'il veut, on ne sait pas ce qu'il a. Voilà. Et donc, cette situation est parfois un petit peu difficile. Et on appelle ça le baby blues. Alors, les enfants qui partent laissent un grand vide derrière eux. Et alors qu'on s'imaginait accueillir la nouvelle comme une promesse de liberté retrouvée, à l'inverse, on ressent parfois un mal-être assez profond. C'est presque tabou, on n'ose même pas se l'avouer, mais c'est quasi inévitable. C'est quasi inévitable. Et pour certaines femmes en particulier, le sentiment de vide et d'inutilité peut être très fort. Et c'est ce qu'on appelle le syndrome du nid vide. Et si Gérard disait que c'est plus une affaire de femmes, c'est vrai que les femmes se définissent beaucoup par leur appartenance, par leur famille. Et là, c'est un moment difficile. C'est le baby blues. On va regarder les choses en face. Notre existence s'est organisée autour de nos enfants pendant des années. On les a portés, on les a langés, on s'en est occupé, on les a nourris, on les a soignés, on a veillé pendant des nuits, ils étaient malades, on a passé son temps à essayer d'en faire des adultes responsables. On y a passé beaucoup de temps. Et tout d'un coup, leur départ va immanquablement chambouler notre quotidien. Tout ce qui faisait
notre occupation va changer. C'est un virage. C'est un tournant que l'on aborde notamment au départ de l'aîné. Et même s'il y a d'autres enfants encore à la maison, c'est une page qui se tourne. C'est tout d'un coup, ils sont grands. Ça nous projette dans un avenir différent qui n'est plus exclusivement centré sur eux. C'est une page qui se tourne, c'est la fin d'un cycle. Et on sait que les fins de cycle sont difficiles, quand il faut passer à autre chose. À partir de là, tout un pan de leur vie va vous échapper. Tout d'un coup, on n'est plus les premiers à s'occuper d'eux. Ils ne sont plus là pour qu'on jette un regard sur ce qu'ils font, là où ils sont. C'est l'inconnu. Les repères changent. Et pour nous aussi, et il va falloir tout remettre en question. Et en plus, souvent, quand nos enfants nous quittent, ils nous quittent parce qu'ils ont trouvé un chéri ou une chérie qu'ils préfèrent à nous. Et ils préfèrent tellement ce chéri et cette chérie qu'ils nous abandonnent. Quand moi j'ai vu arriver chez moi les futurs gendres, il y avait comme une crispation. Comment ce jeune homme va-t-il prétendre remplacer ce que j'ai été moi? Et mes filles regardaient ces garçons comme des hommes qu'elles allaient préférer à moi. Et je pense que pour moi, homme, cette histoire de Névide a beaucoup plus été marquée par ça. Alors, on ne recevait pas nos gendres, futurs gendres, avec un fusil, évidemment. Mais c'était une souffrance de découvrir et de réaliser qu'on allait bientôt être préféré. Préféré. Et qu'on allait passer au second plan. Un homme quitte son père et sa mère. C'est pas qu'une histoire de femme, hein. On voit, hein. Alors, le syndrome du nid vide et ses signes, le départ des enfants peut s'accompagner d'un sentiment de morosité, presque de vague à l'âme, cet état un peu dépressif, hein. Et comme tout changement important dans la sphère familiale, il faut du temps pour que les personnes qui composent la famille, ce n'est pas seulement les parents, c'est aussi les enfants qui restent, les autres. Il faut du temps pour que les personnes qui composent la famille prennent parfois une nouvelle place, une nouvelle fonction. Si l'aîné est parti, la place de l'aîné peut être enviée par le second. Vous savez, le second, c'est celui à qui on dit « tu dois donner l'exemple au plus petit », mais tu n'es pas l'aîné. Moi, j'ai été la seconde. Je n'avais pas le droit de faire ce que l'aîné faisait, parce que ça, c'était le privilège de l'aîné, mais je devais quand même donner l'exemple au plus petit. Donc, c'était un petit peu frustrant. Mais quand ma sœur aînée est partie, je me suis retrouvée complètement perdue. Tout d'un coup, il manquait une place, il manquait quelque chose, il manquait quelqu'un. Et donc, ça bouge la composition familiale. Ça va de la petite déprime passagère à la vraie crise existentielle de milieu de vie. Et puis, c'est une période de choix que font nos enfants, qui nous renvoie à nos propres choix de vie en tant qu'adultes, au bilan des années qui ont passé pour nous et de l'investissement que nous y avons consacré. Nous avons consacré beaucoup de temps et beaucoup d'investissement pour élever nos enfants. Et qu'est-ce qu'il en reste? Et voilà, ils sont partis. Et maintenant? Et puis parfois, les choix qu'ils ont faits ne sont pas ceux que nous aurions souhaité qu'ils fassent. On les avait éduqués d'une certaine façon, et puis voilà qu'ils se lancent dans tout à fait autre chose, prennent des décisions qui ne nous conviennent pas. Et qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Ce sont des sentiments mitigés. Les mères au foyer qui ont tout misé sur la maternité se retrouvent forcément les plus dépourvues. Et les questions se posent. Et je fais quoi maintenant?
Je sers à quoi? Et ma vie à moi, qu'est-ce qu'elle est devenue? Qu'est-ce que j'en ai fait pendant toutes ces années? Je me suis consacrée à eux et je me suis oubliée. Alors c'est plus simple quand on est encore en activité professionnelle ou engagé dans une vie de couple harmonieuse parce que le travail, les obligations familiales servent de dérivatif et un conjoint très présent va aider et faciliter ce passage-là. Mais ça n'est pas toujours le cas. Et quand le papa est aussi complètement perturbé par le départ des enfants, il va falloir être deux à se serrer les coudes et à se soutenir. Je me souviens quand notre fille aînée est partie, elle est partie en Afrique. Donc ce n'était pas vraiment la destination qu'on imaginait pour elle. Elle avait 18 ans et elle nous a dit, après avoir passé son bac, voilà, c'est décidé, après mon bac, je prends une année sabbatique et je vais en Afrique dans une famille missionnaire pour voir comment ça se passe dans la mission, pour savoir si Dieu vraiment m'appelle à ça. Alors c'était un beau projet. Et quand ma fille m'a annoncé ça, moi j'étais tout à fait tranquille. Par contre, Martine était tout en bas de l'échelle. Pour elle, c'était vraiment une catastrophe d'imaginer que sa fille, à 18 ans, allait partir en Afrique avec tous les risques et les dangers qui sont associés, et je le reconnais, de vivre en Afrique. Et puis, plus le temps de son départ approchait, plus si on avait mis nos courbes d'inquiétude et de joie en graphique, à un moment, nos courbes se sont croisées. C'est-à-dire, plus le moment du départ approchait, et plus j'étais inquiet, et plus le moment du départ approchait pour Martine, plus elle était rassurée parce qu'elle préparait bien son départ. Et nos courbes, à un moment, se sont inversées. Et le jour du départ est arrivé. C'était un dimanche. Et là, j'ai dit à Martine, moi, ma place est à l'église le dimanche matin. Je n'irai donc pas à Roissy pour accompagner notre fille pour son départ. Et là, ma femme m'a regardé droit dans les yeux. Elle me dit, Monsieur Waro, votre place est à Roissy ce matin avec votre fille qui part. Et c'est pas négociable. Et en fait, je redoutais terriblement de voir mon enfant, mon aîné, partir et bien sûr perdre le contrôle de tout. Et Martine était rassurée. Et elle est revenue une année après, et la première chose qu'elle a faite quand elle est arrivée, vous ne devinerez jamais c'est quoi? Elle a coupé ses cheveux. Elle avait les cheveux très longs, elle les a coupés comme un garçon. Voilà. Et c'était pour dire au père, papa, je rentre, mais je ne suis plus la petite fille qui est partie. Alors le départ des enfants, eh bien, ce sont des inquiétudes. Et des inquiétudes, il y en a, vraiment. Soyons honnêtes, nous sommes inquiets, nous sommes même très inquiets quand ils s'en vont. Comment est-ce qu'il ou elle va se débrouiller tout seul? On se pose des questions. Et souvent situés sur le terrain de l'angoisse sécuritaire. On ne pourra plus veiller sur eux. On a peur pour nos enfants, peur que loin de nos yeux, il leur arrive quelque chose. Et quand notre fille aînée est partie en Afrique, la situation n'était pas telle qu'elle est de nos jours. Dans le pays, en tous les cas, elle est partie au Burkina Faso et dans la région qui maintenant est interdite aux Européens. Mais à l'époque, il n'y avait pas de problème. Mais quand même, elle était loin. Et on n'avait pas les moyens qu'il y a de nos jours avec WhatsApp, avec même Skype. Il n'y avait pas. C'était il y a plus de 20 ans. Donc, on a peur aussi qu'ils ne sachent pas s'en sortir sans nous. Vous savez, les enfants, ça se repose vraiment sur les compétences des parents. Et puis, ça nous arrange quelque part. On sait tellement mieux faire qu'eux. Hein ?
Peur aussi de leur choix, de leur positionnement face à la vie, face à l'enseignement que nous leur avons donné, et puis qu'ils mettent parfois de côté. Et là, on se rend compte que quand ils sont loin de nous, l'église, on préfère sortir ou dormir le dimanche matin. Mais tu comprends, maman, j'étudie toute la semaine, je suis fatiguée, j'ai besoin de me reposer. Ben oui, mais... Et comme nous avons du mal à lâcher prise, nous sommes tentés de gommer la distance qu'ils cherchent à mettre entre eux et nous, parce qu'il faut qu'ils partent. Ils en ont besoin pour voler de leurs propres ailes. Et alors nous, on passe les voir, sauf s'ils sont vraiment partis à l'autre bout du monde. On les invite, on leur prépare des petits plats. C'est une façon de surveiller sans avoir l'air de rien, et de se rassurer. On leur prépare parfois les plats pour toute la semaine, pour qu'ils emportent. Vous savez, comme ça tu mangeras mieux. Alors qu'ils adorent faire des pâtes ou du riz et manger que ça. On prend sans cesse des nouvelles par téléphone, Skype, WhatsApp. Pour ceux qui sont loin, c'est quand même drôlement pratique. Alors il arrive que, face au départ des enfants, le besoin de maintenir le lien maternel soit dominant. Et nous pouvons alors les culpabiliser sans le vouloir, avec des phrases du type « Tu m'abandonnes, je ne sais pas ce que je vais faire sans toi, la maison va être bien vide, comme tu me manques, je pense à toi tous les jours. » Et c'est vrai. Mais le désir de les maintenir dans l'enfance est le plus fort. Leur départ peut alors s'accompagner d'une phase de dépression, de passage à vide. Et les enfants ressentent ces sentiments mitigés. Et pour eux, entre la liberté qui est enfin là et la nécessité de faire face à l'inconnu, parce qu'il ne faut pas croire qu'ils partent et que tout va merveilleusement bien. Il y a des moments où ils se retrouvent en difficulté. Ils savent en plus qu'ils font de la peine à papa et maman par leur départ. Les voilà pleins de sentiments mélangés, de culpabilité, et puis l'envie de leur rentrer peut être très forte, peut les miner, peut même saper leur résistance. Et on voit des enfants revenir parce qu'ils n'ont pas eu cette maturité nécessaire ou ce soutien nécessaire des parents. Prenons conscience que nos enfants sont devenus de jeunes adultes. Laissons-les devenir des adultes. Même si pour nous, ce seront toujours nos petits, même quand ils ont 40 ans, 50 ans, ce sont nos petits. Soyons conscients que la période du maternage est terminée. Il y a un temps pour tout. Le maternage, c'est terminé. Les relations avec eux évoluent et elles vont être davantage basées sur la transmission d'expériences, sur un soutien, sur une écoute. Et ces nouvelles relations procurent des choix différents. Mais cesser de les materner va leur permettre de prendre leurs responsabilités, qui est une étape nécessaire à leur évolution. Et puis, il ne faut pas s'affoler trop vite. Entre 18 et 25 ans, nos enfants ont besoin de nous encore. Alors ils vont nous appeler pour une recette de cuisine. « Dis, maman, le colombo, là, tu le fais comment ?» Ils demandent de l'aide pour des démarches administratives. Et ça, pendant un temps, il y en a besoin. Et souvent, sauf s'ils sont en métropole ou trop loin, ils vous apportent leur linge à laver le vendredi. Pour le retrouver lavé, séché
repasser, plier le dimanche. Mais ça, il ne faut pas faire ça. Quelles sont les mamans qui résistent à ça, hein? Et puis ils reviennent à la maison le week-end ou à l'occasion de vacances. On les revoit, hein? On peut aussi les appeler régulièrement. Le lien n'est jamais complètement rompu. C'est simplement un échange différent, plus égalitaire, car adulte, et d'adulte à adulte. C'est un lien différent. Je repense à notre dernier, Arthur, donc qui a 27 ans, 28, depuis quand? Et qui a créé sa société ces derniers 6 mois. Et j'ai beaucoup aimé la relation qu'on a eue pour l'aider dans le labyrinthe administratif à créer et à se donner les meilleurs moyens de lancer cette société. Et notamment sur tous les aspects qu'on appelle dans nos métiers, et ça c'était mon métier quand je travaillais chez HP, de business case. Un business case, c'est on veut lancer une entreprise, mais est-ce qu'on est sûr qu'on a les clients? Est-ce qu'on est sûr qu'on a le bon produit? Est-ce qu'on est sûr qu'on a bien compris la compétition, la concurrence? Et là, je me suis régalé de partager avec lui à 27 ans, 10 ans après mon départ de HP, toute l'expérience que j'avais bien sûr dans ce domaine. Et il m'a envoyé son business plan, hein, que j'ai commenté, que j'ai annoté. Et pour lui, c'était vraiment très précieux de pouvoir faire ça avec moi à ce moment-là. Alors on est vraiment dans des relations totalement différentes, mais tellement plus gratifiantes parce qu'on est d'adulte à adulte. Voilà, c'est le moment de leur faire confiance aussi, hein. Il faut qu'ils partent. Ils ne peuvent pas rester de petits enfants dépendants de papa et maman. Ils ne peuvent pas, il faut que... Ils sont appelés à partir. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on les élève, hein, l'air de rien. Et par ailleurs, l'autonomie, c'est le but de toute éducation. On élève ses enfants pour qu'ils soient autonomes, pour qu'ils soient des adultes responsables. Et à partir du moment où ils prennent leur envol, c'est sans doute qu'ils sont prêts. Et encore mieux, c'est le signe qu'on n'a pas trop raté notre mission de parents, puisqu'ils sont capables de partir. Et je dis souvent à mes filles et à mes belles-filles que si leur enfant sait se comporter en société et accepte de prendre ses responsabilités, c'est qu'elles n'ont pas tout raté. Et ça a beaucoup plu à ma belle-fille qui m'a dit « Bon, ben voilà, ça me rassure en tous les cas. Même si ça ne fait pas tout ce que je veux, ça me rassure. » Alors, ça c'est le côté positif, mais il arrive parfois qu'ils partent trop tôt. Et il y a plusieurs raisons à cela. Parce qu'ils font des choix qui les y obligent. Des études de sport, les enfants partent vers 14 ans. Et dans des internats pour des études qui sont à la fois les études classiques et des études sportives de haut niveau. Ça peut être aussi parce qu'ils n'adhèrent plus à notre enseignement, ou parce que la crise d'adolescence est trop dure et trop conflictuelle, et qu'ils préfèrent s'éloigner plutôt que de souffrir ou de faire souffrir. Vous connaissez dans la Bible un exemple, le fils prodigue. Le fils prodigue qui dit à son père « Bon, j'en ai marre, hein, donne-moi ma part d'héritage, je veux faire de ma vie ce que je veux. Je veux faire de ma vie ce que je veux. Je pars. »
Et là, en tant que parents, on se trouve face à des choses difficiles. Le dilemme est terrible pour les parents, pour le reste de la famille, les autres enfants, entre l'angoisse que la situation génère et parfois le soulagement lié à la fin des cris et des crises dans le foyer. C'est un dilemme terrible, un sentiment d'inachevé qui laisse un goût amer, une sensation de vide et de tristesse immense. Et là, c'est une phase très difficile, à la fois dans la vie de couple et dans la vie de chacun des parents et des enfants qui sont autour. On a l'impression de ne pas avoir fini son travail. Ça peut créer des tensions dans le couple, de la dépression chez l'un ou l'autre des parents, ou parfois les deux. Des comportements inadéquats de la part d'autres enfants qui ne comprennent pas ce qui s'est passé ou qui accusent les parents d'être à l'origine de ce départ. Et là, il va falloir trouver des solutions, trouver des moyens de garder le contact, trouver des moyens d'accueillir toujours l'enfant, de l'attendre, mais d'accepter aussi et de s'adapter. Tu peux me permettre de raconter une histoire ? Je pense que dans la période que Martine décrit, c'est la période où, en tant que parent, on devient acrobate de la grâce. Suspendu à la grâce de Dieu, sans filet, accroché, parce que il y a des situations où on ne peut faire que ça. Et je pense que Dieu est certainement celui qui comprend le mieux ce type de situation quand nous les vivons dans nos familles terrestres. Un de nos enfants, à l'âge de 16 ans, est venu nous voir et nous a dit « Papa et maman, je vous adore, vous êtes des gens magnifiques, mais je n'adhère plus à votre projet spirituel, pédagogique et à votre enseignement. Et plutôt que de vous faire souffrir parce qu'on va rentrer en conflit, je m'en vais. » 16 ans. Et là, pour moi, père, ça a été terrible parce que j'ai honte de le dire. C'était de me dire, mais qu'est-ce que les églises vont dire de moi par rapport à mon ministère sur la famille ? Si dans ma propre famille, un de mes enfants, à l'âge de 16 ans, me dit qu'il s'en va. Et il est parti le lendemain, il a fait sa valise, et il est parti à 7 kilomètres de la maison, dans une autre maison. Et là, on a pleuré toutes les larmes de notre corps, c'était en 2004, et j'ai souvent dit à Dieu, je ne mérite pas ça. Alors quand on dit ça à Dieu, il n'aime pas. Il n'aime pas ça. Et ça a été vraiment une année terrible. Martine pourra dire peut-être comment elle l'a vécu, mais moi, je vois comment je l'ai vécu en tant que père. Et je me souviens, j'étais à Buenos Aires, en Argentine. J'étais encore engagé dans ma vie professionnelle et j'étais dans l'aéroport de Buenos Aires et j'étais écrasé par cette situation. Écrasé de savoir que mon enfant de 16 ans, avec ce sentiment d'inachevé, ce dilemme terrible, cette tristesse immense, avait décidé de partir de la maison. Et dans l'aéroport de Buenos Aires, je priais et je disais à Dieu, mon Dieu, je ne mérite pas ça. J'ai tout fait pour que notre enfant soit bien élevé et je ne mérite pas ça. Et je dis tout à l'heure, c'est la pire des prières qu'on puisse avoir devant Dieu. Et quand je suis rentré dans l'avion, il y a l'hôtesse de l'air qui m'a accueilli, qui m'a dit « Bonjour, Monsieur Waro », au fond de l'aéroport, et il m'a dit Air France a le plaisir de vous surclasser en première classe.
Et là, cette intervention d'Air France a été pour moi un rappel puissant de Dieu. Vous savez, le rapport de prix entre économique et première, c'est 10. Vous payez 1000 en économique, vous payez 10 000 en classe première. Et Dieu m'a adressé la parole vraiment d'une manière très forte. Il m'a dit, Gérard, tu ne mérites rien. Je ne te dois rien. Et pourtant, je te donne tout. Donc, tu vas prendre ton billet, tu vas aller t'asseoir à ton siège de première classe, avoir un lit de 2 mètres, pyjama à la croix, champagne, caviar pendant toute la nuit. Et tu ne diras surtout pas aux autres que c'est un cadeau qu'on t'a fait. Et ne viens plus jamais devant moi avec une prière où tu dis « Je ne mérite pas ». C'est indigne, c'est injuste que tu me traites comme ça. Et notre enfant est revenu 2 ans après. On revenait de Madagascar, il avait ramené tous ses bagages à la maison. Il avait 18 ans. Et là, Martine et moi, on l'a aidé à partir, mais d'une manière juste, appropriée et apaisée. Et pendant toutes ces années, ces 2 années, surtout la première année où il avait rompu le contact, on a tout fait pour maintenir le contact. Maintenir. L'appeler régulièrement. Prendre de ses nouvelles. Savoir comment il allait. Maintenir le contact. On l'a invité aux événements familiaux. Il est venu. Mais ça ne veut pas dire que ça n'a pas fait souffrir. Et nous, et la famille. Et certainement lui. Alors maintenant, c'est un jeune homme plein d'avenir et plein de capacités, très intelligent. Mais voilà, ça a été une partie de sa vie et une partie de la nôtre. Et à un moment, quand Martine plongeait dans la dépression, alors vous voyez, on vous raconte ça, il ne faudra pas raconter ça. Alors ça va passer à la télé, mais c'est très bien. Quand Martine plongeait dans la dépression et que je sentais qu'elle perd des pieds, je lui ai dit, Martine, tu as 6 enfants qui sont à la maison et il ne faut pas qu'on les court-circuite et qu'on les oublie. Parce qu'avec un enfant, on a des soucis. Et ça a été vraiment le... Alors ce genre de situation, on le passe, on arrive à passer par-dessus, mais on a toujours cet enfant en tache de fond, vous savez, là, derrière la tête, toujours qui revient à notre mémoire, toujours cette espèce de petite tristesse dans le cœur, comme quelque chose qui n'a pas été achevé, comme quelque chose qui est mort trop tôt. Voyez, et comme si on n'avait pas pu aller jusqu'au bout de sa tâche. Et ça nous permet de prier, ça nous permet d'avoir cette pensée, Seigneur, là où il est, garde-le, dans ce qu'il fait, protège-le. Voyez, et bon, voilà, c'est une expérience. Alors autre chose, et qui est important aussi, c'est l'attente de retour de la part de l'enfant. Et dans les familles monoparentales, par exemple, les mères, comme les pères bien sûr, à partir du moment où le parent élève seul un enfant, ont été contraints à beaucoup de renoncements et de sacrifices. C'est vraiment pas facile d'élever seul un enfant, vraiment pas. Et le fait de devoir jouer les 2 rôles, d'être face seul aux problèmes, de l'éducation, ça use le parent solo. Et les sacrifices de temps, d'argent et souvent de choix de vie peuvent générer une situation qui va créer un fort besoin de reconnaissance à combler. De telles attentes parentales peuvent placer les enfants en situation de dette. Il ou elle vous doit quasiment tout. Elle vous doit la vie, mais
Vous avez tellement fait pour lui qu'elle vous doit tout. Et donc, vous attendez un retour. On attend un retour. On attend une reconnaissance. On attend qu'il se comporte encore mieux que les autres. Et attention, parce que les élever en voulant recevoir beaucoup en retour est toujours source de problèmes. Toujours. On a fait notre devoir en élevant nos enfants. On a fait notre devoir. C'est ce que les parents sont appelés à faire, élever leurs enfants. Leur départ est une étape qui arrive immanquablement. C'est dans l'ordre des choses. Et donc, il va falloir l'anticiper. Alors, comment on va faire pour anticiper ? Eh bien, on peut le faire d'une part en responsabilisant ces enfants de manière concrète, en leur apprenant, par exemple, à cuisiner assez tôt, quand ils sont jeunes encore, à laver leur linge, à gérer un budget, à accomplir des formalités administratives. On oublie que toutes ces petites tâches qu'on leur épargne parce qu'ils ont les études à faire, parce qu'ils sont très très chargés dans leur vie, ils en auront besoin après. Ils auront besoin de savoir faire tout ça. Et apprendre sur le tas, c'est parfois difficile. Donc, apprenons-leur avant. Et d'autre part, il va falloir anticiper en s'efforçant de lâcher prise soi-même, en les laissant partir avant qu'ils ne partent pour de bon, partir en colonie de vacances ou en camp, en séjour linguistique ou chez des amis, en vacances, sans qu'ils soient obligés de donner des nouvelles tous les jours, à toutes les heures. Et faisons confiance. C'est un bon entraînement, et pour eux et pour nous. Et puis si vous élevez seuls vos enfants, pensez à vous occuper également de vous. Prenez du temps pour un projet personnel, une passion, quelque chose qui n'inclut pas l'enfant. L'enfant doit comprendre tout petit qu'il n'est pas le tout de sa mère, et que sa mère ou son père a une vie aussi en dehors de lui. Ça va l'aider lui-même à devenir autonome. Leur départ est inévitable, c'est dans la logique de la vie, s'y préparer est absolument nécessaire. Et puis ne perdons pas de vue non plus que les liens évoluent au fil des événements de la vie. Et souvent les enfants deviennent parents à leur tour, et ils éprouvent le besoin de se rapprocher de nous à nouveau. Et les petits-enfants contribuent aussi bien souvent à nous réunir tous. Mais une fois que l'enfant est parti, eh bien le couple se retrouve. Le couple se retrouve. Le départ de l'enfant redonne la place au couple. Et c'est un passage qui n'est pas toujours simple quand ce couple s'est oublié dans la parentalité. En laissant une place trop importante à l'enfant, ce dernier occulte le couple, occulte les amants que sont les parents. Je le répète, les enfants sont appelés à partir. Et ça nous est rappelé dans la Bible, l'homme quittera son père et sa mère. C'est dans l'ordre des choses. Et vous savez que quand cette parole a été dite, l'homme quittera son père et sa mère, l'homme ne quittait pas, il vivait sur la parcelle des parents. C'était la fille qui quittait. Et pourtant, Dieu de l'homme quittera son père et sa mère. Donc si c'est rappelé alors que le fils ne quittait pas les parents, c'est qu'il y a une raison. Que même si la situation géographique est dans un tout petit milieu,
la préférence doit s'imposer. Je quitte mes parents pour préférer mon conjoint, ma conjointe. Je fais passer mon couple avant mes parents et avant mes enfants. Avant mes enfants. Et très souvent, quand on a des enfants, on oublie que l'autre est là. L'enfant est appelé à partir, celui qui reste, c'est le conjoint. C'est le couple qui demeure. Et si on ne sait pas, si on ne s'en est pas occupé avant, en misant tout sur les enfants, on se retrouve l'un face à l'autre, obligé de redécouvrir et de mettre en place un nouveau fonctionnement. Et très souvent, les couples sont restés ensemble pour les enfants. Il n'y a pas de lien entre eux. Pendant qu'on est à élever des enfants, chacun a pris ses habitudes de son côté. Et ça peut générer des heurts. Le fait de se retrouver seul, en tête à tête. Mais ça peut aider aussi à renouer des liens un petit peu oubliés. Et puis c'est l'heure d'affronter certains problèmes dans le tourbillon dont on ne s'est pas occupé parce que les enfants prenaient toute la place. Mais maintenant, c'est le couple qui a toute la place. Et il doit retrouver ses marques à deux. Le départ de l'enfant peut malheureusement aussi réveiller un vide sidéral et parfois même provoquer des séparations. Et c'est assez fréquent. Et on entend dire souvent, on est resté ensemble pour les enfants. Et quand les enfants sont partis, il n'y a plus rien qui tient le couple, d'où la séparation. Alors ce départ va demander un réajustement, une reprise en main et des interrogations. C'est le moment de s'interroger sur la force de son couple. Et quand le dernier enfant surtout est parti, nous voilà face à face, seuls comme au début, comme avant qu'il y ait les enfants. C'est le moment de nous interroger sur la force de notre couple, sans oublier de lui redonner une place essentielle. Et c'est fondamental pour vivre cette deuxième partie de la vie. La partie où on s'est occupé des enfants est terminée. C'est un temps qui est terminé et on passe à un autre temps. C'est une nouvelle page qui va s'écrire. Et ça va être à nous d'en redéfinir les grands chapitres. Qu'est-ce qu'on va faire de ce temps libre ensemble? C'était le sujet de ce matin. Et c'était le sujet de ce matin aussi. Et là, il va nous falloir de l'imagination. Il va nous falloir du dialogue, de la concertation, des projets à bâtir, de nouvelles choses à faire. Comment allons-nous réorganiser notre vie quand les enfants seront partis? Et le meilleur conseil que je pourrais donner, c'est de continuer à nourrir des projets, des voyages, activités communes avec son conjoint, décoration ou travaux dans la maison, déménagement parfois. La maison est tellement grande, les enfants ne sont plus là. On va prendre plus petit. Plus on s'ouvre à de nouvelles perspectives, moins on souffre du changement et plus vite on retrouve un équilibre. On peut aussi reprendre une vie culturelle qu'on avait laissée de côté parce qu'il n'y avait pas le temps, parce qu'il n'y avait pas l'argent. Une vie sociale ou sportive délaissée depuis quelques années. S'accorder peut-être la chance de faire aboutir un rêve
qui ne s'était pas concrétisé. Partir vivre à l'étranger, reprendre des études, prendre des cours de chant. L'objectif est de se retrouver dans le couple, de vivre autrement que centré autour des enfants et de leurs besoins. C'est le temps de penser à nous. Alors, le nid vide, il est vide ce nid, et puis on avance en âge. Et là, il existe une peur, la peur de vieillir. Et très souvent, le départ des enfants coïncide pour la femme avec la ménopause, ou un départ en retraite pour l'un des deux, voire pour les deux. Ce sont deux événements rarement anodins qui peuvent s'accumuler et se révéler très difficiles à surmonter. Ils renvoient immanquablement au vieillissement et aux peurs qui vont avec. On s'aperçoit que nos forces diminuent, alors que nos enfants sont dans la force de l'âge et qu'ils nous remplacent pour faire certaines choses. La fin de la fertilité et les problèmes hormonaux qui sont inhérents à la ménopause fragilisent la femme. C'est le moment aussi où les parents s'interrogent sur leur propre vie. Est-ce que j'ai vécu mes rêves ? Mes enfants partent pour vivre les leurs, pour bâtir leur vie, et moi ? Qu'est-ce que j'en ai fait ? Quel est le bilan de ma vie professionnelle, de ma vie relationnelle, de ma vie spirituelle ? Quel bilan je fais ? Et la crise de milieu de vie s'invite parfois dans cette période de la vie. Et vous savez, la crise de milieu de vie, c'est quelque chose de très important. C'est un moment où on fait le bilan de sa vie, de ses rêves, de son âge et de ses forces qui diminuent. C'est le moment aussi où on se pose la question, est-ce que je suis encore capable de plaire ? Quand on voit ses propres enfants avec des nouveaux jeunes hommes, jeunes femmes, et qu'on se regarde dans le miroir, on se dit, oula, où sont mes kilos en moins ? Où sont mes rides en moins ? C'est le moment où certains hommes ou certaines femmes partent pour se prouver qu'ils peuvent encore plaire. Et ramènent une jeune femme aussi jeune que leur fille, ou décident de s'engager dans un voyage en laissant tomber le mari qui devient un boulet. Crise de milieu de vie. Un moment de charnière, un moment de bascule dans le couple qu'il faut prendre au sérieux. Et très souvent, le départ des enfants précipite ces choses. Alors accepter l'inévitable cours de la vie est la seule solution. On n'a pas le choix. On ne peut pas revenir en arrière. C'est le moment de changer de perspective et de prendre soin de soi pour bien vieillir, pour bien aller de l'avant. C'est une libération progressive qu'il faut apprivoiser. Et puis se poser la question, quels sont les avantages que représente leur départ ? Ce temps récupéré n'est pas si désagréable que ça. Passé les premiers moments de déprime, on se rend souvent compte que c'est l'occasion de renouer avec soi-même. Et puis ça fait du bien aussi de pouvoir redonner priorité à ses propres envies, à ses propres besoins. Et c'est autant de questions auxquelles
nous devons réfléchir et prendre le temps de répondre. Parce que ce départ aussi est positif. Et entre nous, avouez que parfois c'était un peu difficile de l'avoir tous les jours à la maison. Hein. Et combien de fois vous lui avez dit « Tu te crois à l'hôtel, tu me prends pour ta bonne, non mais tu peux pas y mettre un peu du tien, t'as vu l'heure à laquelle tu rentres, tu déranges tout le monde, et puis ta musique, s'il te plaît, tu peux baisser ?» Il y a du vécu là, hein. En tous les cas, chez moi, oui. Entre le remplissage du frigo et les lessives, souvent sans un merci, que vous avez faites pour eux, vous avez parfois pensé vivement que l'oiseau quitte le nid. La relation avec les jeunes adultes que sont devenus nos enfants n'est pas toujours au beau fixe, ni gratifiante. Alors pourquoi se priver de pousser un ouf de soulagement lorsqu'ils s'en vont et de profiter du sentiment du devoir accompli? D'autant plus que vivre leur départ le mieux possible est un formidable service à leur rendre. On a fait ce qu'on avait à faire, du mieux possible, avec des erreurs, avec des réussites. Alors c'est dans l'ordre des choses. Et dites-vous bien que dans cette histoire, personne n'abandonne personne. On est là, les uns pour les autres, mais chacun chez soi. Ce n'est pas un abandon. Leur faire confiance et les assurer que vous êtes persuadés qu'ils vont très bien se débrouiller est un message qui va faire du bien à tout le monde. Et puis après tout, ce départ, ce n'est que la vie qui suit son cours. Et il est temps de les laisser voler de leurs propres ailes et pour nous, de reprendre notre vie en main. Voilà ce que l'on voulait dire sur le départ des enfants et le syndrome du nid vide. Alors il y aurait certainement encore beaucoup de choses à dire. Je suis arrivé à la réunion tout à l'heure triste parce que nous avons reçu un SMS de notre fils aîné, tout en finesse, mais plein de reproches. Qui disait en substance « Papa et maman, je ne sais pas où vous êtes maintenant, mais je voudrais savoir si au château, ce week-end, il y a de la place. » Voilà, une manière de nous dire, sans nous dire, qu'on leur manque et qu'ils ont beau avoir 40 ans et élever leurs 2 enfants et être autonomes depuis des années, papa et maman leur manquent. Et quand je suis venu ici ce soir, je me dis mais qu'est-ce que j'aimerais voir mes enfants là. Qu'est-ce que j'aimerais qu'ils soient là et qu'ils voient tout ce que nous voyons ici, tout le plaisir que nous avons d'être là et toute la générosité que vous avez pour nous et la manière dont vous nous cocoonez chaque jour. Vraiment, c'est... Voilà, et voilà, la vie suit son cours et puis on assume les choix que l'on fait parce que c'est important. Je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à ce qui a été dit ce soir, ce qui a été dit ce matin, ce qui a été dit hier soir. On a quelques minutes d'avance. On peut peut-être répondre à une ou deux questions si le cœur vous en dit. Alors, est-ce qu'il y a un micro? Attendez, je vais me déplacer dans la salle. Merci. Bonsoir à tous. J'ai été très touchée par ton témoignage au sujet du jeune fils qui est parti et qui
alors que tu étais dans un ministère à l'église, et la manière dont tu as vécu ce moment, ça m'a beaucoup parlé. Parce que, au fond, j'ai le sentiment qu'un homme de Dieu, quelqu'un qui est dans un ministère, ne doit pas vivre ces choses-là. Et c'est très, très difficile, très dur. Mais quand on le vit, on se demande au tas de pourquoi. Pourquoi? Pourquoi moi? Même à Dieu, tu as su demander, mais pourquoi ça m'arrive, Dieu? Qui a une réponse au pourquoi? Personne. Mais nous savons une chose, que c'est une expérience vraiment douloureuse, difficile, mais que ça apporte quelque chose aussi. Après, on a quand même un petit bagage qui va servir à quelque chose pour une autre personne, qui va passer par ce même moment difficile. Et on s'interdit d'accuser la prochaine personne qui va vivre ce moment-là. Et je dis Dieu merci. Alors moi, cette expérience, et il y en a eu d'autres, m'a appris à rester extrêmement humble, modeste, et m'a permis de mieux comprendre Luc chapitre 15. Un père avait 2 fils. Le plus jeune lui dit « Je veux que tu meures, je veux mon héritage maintenant et je m'en vais. » Et finalement, l'expérience qu'on a vécue, c'est la souffrance de Dieu à l'égard de ses enfants. Et j'imagine dans Luc 15, le père au perron de la maison qui regarde l'horizon pour voir quand la poussière va se lever sur le chemin, signe du retour de l'enfant. Et cette attente du père, nous l'avons vécue, Martine l'a vécue à sa manière, je l'ai vécue à la mienne, mais là, on est vraiment dans les entrailles de Dieu. Et je me suis dit, Seigneur, je comprends vraiment beaucoup de choses et j'assume ce que tu nous fais vivre là. Je l'assume. Ça ne me plaît vraiment pas, mais je l'assume. Et puis, on va essayer de voir qu'est-ce que tu nous enseignes au travers de ça. Voilà, et Dieu nous aide à trouver du sens, évidemment, à ça. Vous savez, la première chose que j'ai faite le lendemain que notre fils soit parti, je me suis attablé à une table et j'ai écrit au juge des enfants. J'ai dit, Monsieur le juge, mon fils, notre fils est en danger. Nous avons fait tout ce que nous avons pu pour l'élever dans de bonnes conditions. Il a estimé qu'il n'adhérait plus et là où il est, à 16 ans, nous estimons qu'il est en danger. Nous avons besoin de votre aide. Alors bien sûr, nous avons demandé à l'Église de prier, mais je me suis adressé quand même au juge des enfants. Et le juge des enfants a bousculé tout son agenda pour nous recevoir dans un délai très court, très très court. Et quand il nous a reçus, on a annoncé ça à notre fils. Voilà, le juge des enfants veut nous voir. Et il a dit, je veux venir avec vous, papa et maman. Et il est venu avec nous voir le juge des enfants. Et la première chose qu'il a demandé au juge des enfants, c'est, Monsieur le juge, je voudrais voir la lettre que mes parents vous ont écrite. Alors c'est un enfant qui est trop intelligent, très clairement. Et on a raté trop tôt, trop précocement. Et là, Martine pourrait en dire quelque chose, le fait que notre enfant avait un niveau, un quotient trop élevé. Voilà, je voudrais voir la lettre que mes parents vous ont écrite. Le juge lui a donné, il s'est mis quelques mètres plus loin, il a lu la lettre. Et sa crainte était que dans cette lettre, nous le défoncions et que nous le démolissions. Et dans cette lettre, nous disions juste au juge, on a besoin de votre aide parce qu'on est dépassé par cette situation. Et quand il a vu ça, il est venu s'asseoir à côté de nous, il a dit, papa et maman, monsieur le juge, je suis prêt à travailler avec mes parents pour trouver une solution à cette situation. Et là, le juge a mis à notre disposition un psychologue, un référent, un éducateur. Et là, la première leçon que j'ai apprise personnellement, moi, c'est que je me suis retrouvé en tant que conseiller de l'autre côté de la barrière. Toute ma vie, je me suis penché avec Martine sur la souffrance des gens, au travers de l'Association des conseillers chrétiens, au travers de Mission Vie et Famille, au travers du Château de Dieu de Saint-Amour. Toute ma vie, j'ai fait ça. Et là, pour la première fois,
C'était des gens qui se penchaient sur ma souffrance. Et ça a été une expérience extrêmement humiliante pour moi. Quand les psychologues, les éducateurs sont venus à la maison pour savoir si nos conditions d'éducation étaient bonnes. Et là, je dis, Seigneur, que c'est dur. Et à la fin de l'entretien, la psychologue a dit, mais Monsieur Waro, Madame Waro, vous êtes vraiment des gens bien. Alors ça nous a rassurés, ça. Mais votre fils, Monsieur Waro, vous reproche d'être trop parfait. Et j'en dirai pas plus. Et c'est ce poids que vous mettez sur lui qui fait que c'est très dur pour lui. Alors je dis à la psychologue, je lui dis, mais vous êtes en train de dire que c'est à cause de moi qu'il est parti ? Il dit, non, votre fils vous adore, Monsieur Waro. Ça, c'était tout, après tous les entretiens qu'on avait eus. Mais la pression que votre modèle met sur lui est trop dure, trop lourde à porter. Donc c'est pour ça qu'il a mis cette distance entre eux. Alors ça n'a pas été facile à entendre non plus. C'est nous qui vous remercions de tous ces enseignements, toutes ces richesses. Vraiment, encore que Dieu vous bénisse. Et donc, avant de clôturer, juste pour vous demander de rester après la réunion pour pouvoir juste vous donner 2 annonces rapides. Je vous invite donc à vous tenir debout. Nous allons clôturer par la prière et je vais demander au frère Tony Charon s'il veut bien venir prier pour clôturer ce moment. Seigneur, nous te bénissons et te remercions pour ces temps d'enseignement, de partage. Et merci, Seigneur, pour ton serviteur et son épouse. Merci pour le témoignage, Seigneur, de leur vécu et comment ils ont partagé, Seigneur, leur propre expérience avec leurs enfants. Simplement, humblement, donne-nous, Seigneur, d'en tirer aussi leçon et peut-être de remettre notre façon de faire, de vivre et de voir, Seigneur, la vie chrétienne pratique, simplement dans nos rapports avec nos enfants, les uns aussi avec les autres. Peut-être déposer nos jugements pour simplement poser une main sur l'épaule de celui qui souffre dans cette situation. Béni sois-tu, Seigneur, encore pour ces moments riches. Et je te prie d'accompagner chacun d'entre nous sous ta bénédiction sur le chemin du retour. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen.